Alors commençons tout de suite par aller au cœur du pouvoir. C'est le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Ratier aux éditions Facta, F-A-C-T-A. Emmanuel Ratier, vous le connaissez puisqu'il a une émission le mercredi à l'antenne de Radio Courtoisie. Et puis vous êtes peut-être abonné à sa revue confidentielle, sa revue d'informations confidentielles, faits et documents. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire très rapidement. C'est une lettre qui rassemble, qui fourmille d'informations sur un peu les coulisses du pouvoir, qui vous aide à voir l'envers du décor. Dans le dernier numéro, vous avez par exemple, dans les deux derniers numéros, sont passés au crible de l'analyse et des faits l'entourage de François Hollande et on fait quelques belles découvertes. On retrouve par exemple Monsieur Belkacem, le mari de Najat Belkacem, et on découvre... C'est Monsieur Vallaud. Hein. Voilà, Monsieur Vallaud qui n'aime pas qu'on l'appelle Belkacem, mais c'est un fait. Il est marié dans les Landes avec cette femme depuis 2005 et puis on découvre un peu le parcours, le choix des prénoms, deux enfants qui s'appellent Nour Chloé et Louis Abdel, enfin, et puis on voit un peu leur parcours personnel, leur famille, tout ça nous est conté de façon particulièrement intéressante et éclairante. Alors, Emmanuel Ratier, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous rééditez donc Au cœur du pouvoir, le siècle. Je vous avais reçu avant sur un ouvrage qui était un portrait d'Emmanuel Valls, il y a quelques mois, le vrai visage de Manuel Valls, que vous aviez fait sortir quelques jours après sa nomination au poste de Premier ministre. Il a beaucoup circulé. Avant de découvrir ce nouvel ouvrage, quel constat vous tirez, quel bilan vous tirez de la publication de l'ouvrage de Manuel Valls, Emmanuel Ratier ? Donc c'était un petit livre qui se voulait facilement lisible, c'était pas une biographie de 500 pages. Je veux dire, aujourd'hui j'ai de quoi faire 500 pages sur Manuel Valls avec beaucoup de révélations, mais je le ferai sans doute pas, ou j'enrichirai ça si jamais un jour il est candidat à la présidence de la République. Je dirais que c'est à la fois une réussite et un échec, quoi. C'est une réussite parce que j'ai réussi quand même à accroître mon lectorat, la sphère d'audience. J'ai fait un certain nombre de vidéos. La principale maintenant a été vue 1,5 million de fois. Donc c'est quand même une réussite. D'un autre côté, j'ai été brisé par une émission à Canal+, où j'ai fait une réponse, mais évidemment argumentée. Mais si vous voulez, la réponse a été vue, je sais pas, 300 000 fois, alors que l'émission avait dû être faite 3 millions. Donc ça permet c'est comme on étouffe tout ça. C'est peut-être 300 000 voilà. Personnes très attentives et qui sont autant de relais d'influence et 3 millions qui sont peut-être apathiques. C'est possible. Et je dirais le principal intérêt de ce livre, c'est que il a été obligé, enfin, je ne sais pas qui, mais la notice de Manuel Valls a été entièrement corrigée sur Wikipédia. Il faut savoir que le degré zéro de la culture, enfin le degré minimum de la culture, c'est Wikipédia sur Internet, enfin ou ce qu'on trouve de mieux sur Internet selon les points de vue. Et donc jusque là, il était fils de réfugié antifranquiste. Bon, ils ont mis ça a supprimé réfugié antifranquiste, ça tient pas la route. Ils ont fini par parler de sa famille richissime du côté de sa mère, en fait, etc. Donc ça a permis de corriger tout. Bon, et on parle de son passé très très engagé pro-palestinien, etc. Puis ça a eu des conséquences aussi auprès de Manuel Valls, puisque Manuel Valls a été quand même a mis tout en place toute une série de contre-feux. Et il y a un film qui est paru, il y a un documentaire qui est sorti la semaine dernière, qui a été tourné sous la direction de François-Olivier Gisbert, et qui est, même Le Monde et Libération s'en sont étonnés, qui est une géographie flagorneuse, et qui essaye de remonter le mythe, le courant dans le même truc. C'est la traduction du livre de sa sœur, ouvrage lamentable d'ailleurs, qui est destiné à faire pleurer dans les chaumières, puisque sa sœur est sidaïque, atteinte de l'hépatite B, ancienne héroïnomane, etc. Je vous passe, est incapable de travailler maintenant. Et puis autre entretien sur une autre télévision, etc. Tout ça, ça se met dans un plan de communication. Manuel Valls n'est pas un homme qui travaille, c'est un communicant, ça n'a rien à voir. Je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, à l'époque je le savais pas parce qu'il n'était pas encore Premier ministre. Manuel Valls, c'est le Premier ministre qui n'habite pas à Matignon. Il rentre chez lui,
et il arrive le matin. Chez lui, il quitte entre 8h et 8h15 chez lui. Donc il arrive vers 8h30, 9h moins le quart à son travail, et il quitte toujours à 18h. Tous les autres premiers ministres de la 5e République, ils habitaient sur place, ils se levaient à 5h du matin, ils travaillaient jusqu'à minuit. Bon, or, on le voit hyper actif parce que c'est un homme de communication. Mais en réalité, il ne traite aucun dossier. Bon, c'est des choses comme ça que... voilà. Mais il s'est construit une image absolument incroyable, quoi. Donc vous nous avez aidé à voir plus clair sur le personnage, donc les infos étaient en reprise. Vous nous aidez aussi J'expliquais qu'il était ambivalent, quasiment schizophrène, ce qui veut dire en fait tranché à la hache en deux en grec. Bon, et en fait on se rend compte, il suffit de le voir, tout ce que j'ai écrit c'est vérifié en disant qu'il avait un double problème, il avait un double visage en permanence, en train de tout le temps de réécrire, et on le voit en train de parler avec sa main tremblotante, quasi hurlant, avec sa mâchoire déhanchée à la Mussolini, etc. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'ai écrit, c'est vérifié quant à la psychologie du personnage. Le personnage, j'avais dit, je crois que je l'avais dit avec Miguel, personnage extrêmement inquiétant, très dangereux. Alors vous nous aidez à donc voir plus clair sur certains acteurs politiques, médiatiques, des intellectuels dans la revue Fait Document ou à travers des ouvrages, comme on vient de voir le vrai visage de Manuel Valls que vous avez sorti il y a quelques mois. Et puis vous vous intéressez aussi au groupe d'influence. Là aussi on retrouve plein d'informations dans votre lettre et vous ressortez beaucoup plus épais, enrichi, Au cœur du pouvoir, aux éditions Facta, qui est un ouvrage sur les coulisses du siècle, les acteurs du siècle et les biographies des membres du siècle. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler aux auditeurs, Emmanuel Ratier, ce qu'est le siècle, quand est-ce qu'il a été créé, avec quel objectif? En fait, le cercle, c'est le siècle, c'est une centrale d'influence qui fonctionne à l'unique profit de ses membres. Voilà. Si vous voulez, quand vous faites une centrale d'électricité, vous la distribuez à la population. Là, c'est une centrale de pouvoir qui distribue du pouvoir à des gens qui ont déjà du pouvoir, qui en veulent encore plus. C'est-à-dire que personne en dehors des gens du siècle n'en profite. Et ce qui est formidable, c'est que ça fonctionne. Je vais vous donner deux exemples. Ça fonctionne merveilleusement bien parce qu'en général, quand il y a une association, l'association s'écroule à la mort de son fondateur. En général, il y a des luttes intestines. On l'a vu parfois dans certains endroits. Là, c'est pas du tout le cas. Personne n'a pris le dessus sur qui que ce soit. Mais en fait, il se sépare le pouvoir très habilement. C'est ce qui est impressionnant dans votre ouvrage. C'est Bérard Kellin qui le crée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour rassembler officiellement les élites des différentes activités professionnelles, les différentes générations, les différentes sensibilités politiques. Et puis il décède il y a quelque temps, sa femme prend la suite et puis une autre personne, mais il n'y a pas l'air effectivement que sa fille prend la suite. Oui, le secrétaire général. Bon, voilà. Mais un autre exemple, je l'ai encore revérifié. Là, j'ai rajouté, si vous voulez, c'est une nouvelle édition, tout simplement parce que l'édition précédente, je l'avais publiée, je crois pas, il y a 3 ou 4 ans, et donc j'ai fait tous les nouveaux entrants. Donc ça fait 200 personnes de plus parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite, etc. On est viré quand on a plus de quand on a plus de 65 ans. Donc il y a des nouveaux qui rentrent, etc. J'ai repris la pyramide du pouvoir en France, c'est-à-dire que vous avez, enfin c'est un des exemples de pyramide du pouvoir. Vous avez les administrateurs de sociétés cotées en bourse. Donc il y a des espèces de cumulards, c'est-à-dire les gens qui vont être administrateurs ou administrateurs associés, c'est un peu complet, de plus de 6 sociétés cotées en bourse. Vous voyez, ou administrateurs, je sais pas, de la SNCF, de Total, de la Poste, de Vivendi, enfin vous voyez les gars qui sont dans tous les, bon voilà, qui touchent des jetons de présence. Bon, les 10 premiers, les 10 plus gros cumulards de France sont tous membres du siècle. Vous prenez les 10 suivants, il y en a 9 qui sont membres du siècle. Vous prenez les 10 suivants, il y en a 8. C'est-à-dire que c'est exactement la pyramide du pouvoir. C'est comme une pyramide, avec tous les gens importants sont là, ceux qui sont un peu moins, très importants mais un peu moins, il y en a 9 sur 10, en dessous il y en a 8 sur 10, bon voilà. Alors, deux points que vous avez évoqués sur lesquels j'aimerais insister. Premier point, vous avez dit c'est une centrale d'influence. De pouvoir. De pouvoir. C'est-à-dire, on distribue le pouvoir, vous dites, ils se distribuent le pouvoir entre eux et seuls les membres en bénéficient. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, comment on se distribue du pouvoir? C'est extrêmement difficile à décrire puisque je n'en suis pas membre. Ouais. Bon, je connais plusieurs membres, mais qui évidemment seraient terrorisés à l'idée que je révèle leur nom. Et aucun d'entre eux, d'ailleurs, ne m'a jamais donné l'annuaire des membres du siècle, qui est un annuaire hyper confidentiel, secret. Je rappelle que l'association Le Club Le 7 m'avait annoncé à l'avance qu'il ferait saisir mon livre. Donc j'ai mis un certain nombre de détails qui les empêchaient de faire saisir mon livre. Je ne vais pas vous expliquer ici. Mais
donc j'ai des confidences, on a des gens qui ont un peu, enfin il n'y a pas des gens qui ont écrit, il y a des gens qui en étaient membres, qui en ont parlé dans leur mémoire. Et c'est des choses comme ça. Donc on a mais on voit bien le système de courte échelle. On voit bien le système extraordinaire de promotion sociale pour des gens quand ils sont cooptés jeunes. Et ça va leur permettre d'effectuer une carrière beaucoup plus rapide. C'est un peu différent quand vous rentrez plus âgé. Si vous voulez, par exemple, en général, c'est pas le cas, mais vous avez toujours un général qui est soit le chef d'état-major des armées, soit le le chef d'état-major de l'armée de terre, soit le chef d'état-major particulier du président François Hollande. Quand vous êtes général, vous avez forcément 55 ans. En fait, votre carrière est déjà derrière vous. Bon, à la limite, ça va peut-être vous permettre de durer 2 ou 3 ans de plus s'il y a un changement de président, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Bon. Quand vous rentrez comme Rachida Dati, il faut rappeler quand même qu'il n'a strictement aucun diplôme et que tous ces diplômes ont été donnés, elle a genre un MBA, je sais pas de quelle université américaine, qui a été payé en fait par Lagardère. Parce que ça s'achète, ça coûte 45 000 ou 50 000 $ plus le séjour aux États-Unis. Le MBA, c'est un faux diplôme. C'est un truc qu'on achète. C'est pas, on passe pas un concours pour l'avoir. Bon, elle a eu tout par équivalence, l'école nationale de la magistrature, etc. Bon, bah quand vous rentrez, quand vous êtes comme Rachida Dati, vous êtes une figure issue des ce qu'on appelle les minorités visibles ou je sais pas quoi, sur la discrimination positive ou ce genre de truc. Bon, si vous rentrez quand vous avez 34 ou 35 ans, ça vous pulse quoi. Surtout en plus, pour être très clair, quand vous êtes d'origine arabe, puisque les gens qui sont là, en gros, c'est l'équivalent de WASP aux États-Unis, quoi. C'est des blancs, pas toujours hétérosexuels, mais enfin, qui ont fait des grandes écoles, qui ont du pouvoir, etc. Non, parce que je dis ça parce qu'il y a Guillaume Pépi, il y avait Richard Descoings, il y avait tous ces gens-là, quoi. Voilà. Mais donc, quand on a besoin de trouver quelqu'un des minorités visibles parce que l'enrichissement, etc., enfin les théories, la tarte à la crème, le mieux vivre, le vivre ensemble, la démarche citoyenne, en fait, etc., le métissage intellectuel, enfin je vous passe maintenant il y a toute une rhétorique à ce propos-là. C'est des gens quand ils sont administrateurs du CAC 40, etc. Bon je pense que ça a beaucoup aidé Rachida Dati parce qu'elle avait été repérée et ça devait être une des rares jeunes femmes assez jolies issues de l'immigration ayant du bagou qui présente bien et donc tout le monde tombe d'accord pour qu'on la recrute parce que c'est la seule qu'ils connaissent quoi. Je simplifie mais c'est un peu ça quoi. Un point que vous avez abordé aussi, c'est le fait qu'il y a quasiment aucune scission. Dans tout groupe humain, on sait que c'est très difficile de tenir une organisation. Là encore vu récemment, vous l'avez évoqué. Là, on est depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a l'air de fonctionner ça parfaitement fonctionne bien. merveilleusement, il n'y a pas d'élimination, parce qu'on n'élimine personne. Mais vous dites qu'après 65 ans, ils doivent partir comment on leur dit c'est-à-dire que non, c'est inscrit dans les statuts. D'accord. Non, mais par exemple, vous êtes viré, par exemple, vous êtes au chômage. Vous retrouvez pas. Bon, il y a beaucoup de gens de la fonction publique, mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes au chômage, si vous êtes pris pour les fonctions que vous occupez, pas pour vous-même. Bon, donc si vous perdez votre emploi, vous disparaissez, vous êtes plus invité. Ça, c'est dans les statuts. Oui. Vous êtes d'accord. Et ensuite, alors. Et à 65 ans, par exemple, c'est parce qu'on considère, mais vous avez, par exemple, des gens comme Bernheim, l'ancien patron un des patrons de la réassurance mondiale, etc., Generali, etc., il était encore invité quand il avait plus de 80 ans. On fait des statuts très stricts, mais on est très souple dans l'application. Bon, donc en fait, ça permet d'éliminer les gens. Mais si vous voulez, par exemple, Jean-Marie Messier, quand il a organisé quand même la fatigue de Vivendi, ils l'ont gardé. Il s'est reconverti en banquier d'affaires. Et il est toujours là. Mais il y a quand même une procédure d'admission par cooptation assez complexe. Et puis vous êtes soit admis, soit vous êtes en attente et donc vous pouvez venir. C'est qu'on est testé pendant 1 an. Et puis il y a des gens qui n'ont pas assez d'assiduité. Donc théoriquement, dans les statuts, il est indiqué que vous êtes invité pendant 1 ou 2 ans et qu'après vous devenez membre. Bon. Sarkozy, ça fait 15 ans qu'il est membre, il est toujours invité parce qu'il doit pas venir souvent, quoi. Mais on va pas le virer quand même parce que c'est intéressant d'avoir Nicolas Sarkozy comme Manuel Valls, comme François Hollande, comme etc., comme Alain Juppé. Donc, en lisant votre ouvrage, donc Au cœur du pouvoir aux éditions Facta, on a tout simplement à peu près la biographie de toute l'élite détaillée de toute l'élite française ou presque. Non, pas toutes. Il y a des gens qui en font pas partie. Surtout leur capacité, c'est que ils arrivent à
soit il les repère dès le début. Donc il y a rien de plus qui m'énerve. C'est une des choses qui m'énerve le plus, c'est quand je trouve des gens qui sont membres du chèque que je n'ai jamais repéré moi. Oui, parce que je suis un peu le spécialiste de la distribution du pouvoir en France, et ça m'énerve vraiment quand je n'ai pas repéré les gens, quoi. Et puis il y a des gens qu'ils n'ont pas forcément repéré, mais qui recrutent. Par exemple, il y a un an, ils ont pris Macron, quoi. Vous voyez, Emmanuel Macron, qui à mon avis sera très bientôt, enfin d'ici peu, au conseil d'administration, quoi. Parce qu'il a une grande carrière devant lui. Évidemment, ça permet de faciliter les choses, quoi. Je vous donne un autre exemple dont j'ai parlé. Nicole Notas, secrétaire générale de la CFDT, syndicat théoriquement revendicatif, qui dînait une fois par mois avec les patrons du CAC 40. Bon, qui a ensuite créé une agence de notation éthique. Qui est un truc totalement incompréhensible, quoi. La notation éthique, c'est vendre de l'air au prix du gaz comprimé, quoi. C'est on va juger la parité dans l'entreprise, on va parler de la diversité LGBT, etc. Bon, ça s'intéresse pas au sort des salariés, c'est pour savoir s'ils sont stressés ou s'ils sont exploités ou s'il y a des augmentations de salaire, quoi. Bon, donc elle se crée une agence de notation éthique, ce qui ne veut strictement rien dire, et elle se retrouve comme client les patrons du CAC 40. Et en plus, quand ils ont eu des problèmes, comme mon livre est sorti, quand il y a eu quelques manifestations organisées par la gauche face au siècle place de la Concorde, ils ont propulsé Nicole Notas présidente. Parce que, pour dire, non, mais nous on est de gauche. Alors, vous disiez que vous étiez surpris de la présence de certaines personnes que vous n'aviez pas identifiées dans vos travaux. Pour rester sur cette question de la présence un peu surprenante ou l'absence surprenante de certains membres, est-ce qu'il y en a certains, justement, au rebours du parcours, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Comment l'expliquer ? Vous nous avez dit certains sont là, alors ils n'ont pas de diplôme, mais c'est parce qu'ils incarnent les minorités montantes, Rachida Dati. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez identifiés ? Je dis, là, je ne comprends pas. Je dirais que c'est à peu près la meilleure des minorités visibles qui en ce moment. Il y a bien pire. Ouais, mais aussi beaucoup plus brillant. Par exemple, Lionel Zinsou, qui a très très longtemps été le seul noir. Parce que c'est quand même très blanc, très masculin, etc. Bon, c'était quand même le petit-fils d'un président d'un pays africain, banquier, très grand banquier, etc. Vous voyez, donc il y a différents types de profils. Non, ce qu'il y a, c'est que ça correspond à rien dans d'autres pays étrangers. Par exemple, vous avez les Skull and Bones aux États-Unis, qui sont à Yale, bon, mais c'est une association très importante, mais il y en a d'autres, d'anciens étudiants qui vont rester très liés. L'exemple typique, c'était l'élection américaine il y a quelques années, où les deux candidats Bush et Kerry étaient tous les deux des membres des Skull and Bones. Bon. Vous avez la loge P2 qui a longtemps fonctionné en Italie, qui était quand même une association maçonnique. Vous avez ce genre d'association, mais la France, c'est un endroit où, comme le dit très bien Pierre Bourdieu, il faut les gens qui sont qui ont le plus d'influence, c'est les gens qui maîtrisent, qui ont le capital financier, le capital culturel et le capital social. Et si vous avez, en gros, si vous ne disposez pas de ces trois types de capital, vous n'avez aucune chance de rentrer au siècle. Ça suffit pas d'être brillant, ça suffit pas d'avoir les diplômes. Si vous avez aucune surface financière, parce que ça vous intéresse pas, vous pouvez être comme par exemple major de Polytechnique et devenir prêtre de la fraternité Saint-Pédis, vous avez aucune chance de rentrer au siècle, quoi. Ça s'est produit. Vous n'avez aucune chance de rentrer au siècle. Si vous vous appelez Pierre Mauroy ou Pierre Bérégovoy ou Jean-Marc Ayrault, vous avez beau être Premier ministre, vous avez aucune chance de rentrer au siècle parce que vous faites partie du petit peuple, quoi. Je veux dire, vous partez pas en vacances avec un combi Volkswagen, vous faites attention, vous n'êtes pas comme le Rougeau de Lille, c'est-à-dire Pierre Mauroy, ce genre de choses, quoi. Il faut avoir du capital social et l'art de la conversation des 17e et 18e siècles, c'est très très important, quoi. Donc c'est pas parce qu'on a beaucoup de compétences qu'on est forcément pris, c'est très compliqué. C'est subtil, quoi. C'est les jeux de pouvoir que vous avez en France, mais qu'on retrouve dans d'autres cercles. Mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils se voient que pour ça, quoi. Là, je suis en train de faire, dans le prochain numéro, je vais commencer une série sur le club de 100. Il y a 100 membres, il n'y en a pas plus. Et pour qu'il y ait un nouveau membre, il faut qu'il y en ait un qui meure, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme l'Académie française, sauf qu'on en a exclu des gens comme le maréchal Pétain, quoi. Mais le club des 100, c'est théoriquement un club de gastronomes. Bon, donc on se dit, ça n'a rien à voir. Non, mais vous avez les patrons du CAC 40, les patrons des chaînes de télévision, les hommes politiques, voilà, quoi.
Oui, donc on se rend compte que la gastronomie n'est qu'un prétexte pour le pouvoir. Il y a d'autres cercles. Le siècle, les rares études qui l'ont été consacrées par des sociologues, etc., ils disent tous que c'est le premier club d'influence et de pouvoir en France. C'est le seul livre qui existe sur le sujet. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est entendre la voix d'Emmanuel Ratier, auteur de Au cœur du pouvoir, un ouvrage qui décortique le siècle, les biographies des membres, aux éditions Facta. Emmanuel Ratier, avant de nous quitter dans quelques minutes, j'ai une question, c'est sur le fait que vous avez, je crois, étudié dans le détail à partir de quand le siècle est devenu médiatiquement visible, et visiblement entre 44 et 77, je crois qu'il n'y a aucun article de presse. Le premier, il faut tomber à 77, un article dans l'Humanité. Et puis il y a une sortie beaucoup plus visible. Il y a quelques années, on se souvient de cinéastes, de militants qui assistent au dîner, ou en tout cas à l'entrée, qui se mettent à l'entrée du dîner. Il y a quelques polémiques sur Internet. Comment vous expliquez cette mise en lumière? C'est parce que j'avais sorti un livre. D'accord. Et puis depuis, c'est retombé. Et vous, comment vous l'avez découvert, ce siècle? Et pourquoi vous êtes dit c'est là plutôt que dans d'autres univers? Parce qu'il suffit de se procurer les listes pour comprendre, et puis de les traquer, quoi. Voilà, avec une fourchette à escargot dans les cages avec une petite fourchette à escargot dans les cages d'escalier pour les trouver les uns après les autres, quoi. Je vous donne juste un exemple et je termine. Bon, il y a un des annuaires que j'ai récupéré, c'est l'annuaire d'Alain Juppé. Quand il était le patron du RPR, il devient ministre, je sais plus, des Affaires étrangères, un truc comme ça. Donc il dit, vous mettez tout à la documentation. Et il retéléphone 2 jours après en disant non, il y a un truc que je dois récupérer, c'est mon annuaire du siècle, quoi. Mais entre-temps, j'avais un de mes amis au RPR qui l'avait photocopié, quoi, voilà. D'accord. Donc vous nous préparez maintenant un travail sur le Club des 100. Alors on verra les membres dans la revue Faits et Documents, ou vous préparez un ouvrage sur le Club des 100? Non, c'est juste une série d'articles, voilà. D'accord. Alors merci Emmanuel Ratier. Je rappelle encore une fois le titre de votre ouvrage Au cœur du pouvoir aux éditions Facta. Et puis Faits et Documents, la lettre d'information confidentielle que vous pouvez retrouver toutes les 2 semaines. Où peut-on retrouver toutes ces informations? Où peut-on s'abonner? Sur le site internet? Oui, sur un site d'internet. Vous tapez Faits et Documents sur internet, vous trouvez tout de suite. Et je serai à la fête du livre de Radio Courtoisie le dimanche 14 juin. Très bien, à bientôt Emmanuel Ratier, merci.